est une tâche essentielle en électronique, une technologie critique que l'on doit maîtriser, c'est bien la soudure. Pour la plupart des gens, souder, c'est vraiment très simple. Il faut un fer bien chaud, un peu de soudure et c'est tout. Si nous n'avions à assembler que des tuyaux, ça serait peut-être vrai. Mais souder des circuits imprimés, c'est vraiment tout autre chose. De nos jours, la soudure est devenue un art, et un art vital dans bien des domaines. C'est devenu un art avec l'âge de l'espace, quand des puissances inimaginables ont été placées sous le contrôle précis des systèmes électroniques. Ici, tout dépendait de la fiabilité de chacune de ces petites connexions soudées. Une haute fiabilité, c'est la qualité dont dépendait le succès final ou l'échec, et pas seulement dans des entreprises comme celle-ci. C'est une qualité demandée dans bien d'autres activités. Partout, cette fiabilité est vitale quand des vies humaines en dépendent, quand il n'y a pas de place pour l'échec. À l'heure actuelle, chacun de nous compte sur cette parfaite fiabilité car notre avenir aussi en dépend. Il n'en dépend pas seulement dans des systèmes très sophistiqués comme celui-ci. Nous la trouvons partout, dans les choses courantes qui nous entourent, dans les ordinateurs scientifiques ou de bureau, comme dans les produits grand public qui incorporent de l'électronique. Tous ces objets font partie de notre vie quotidienne et nous voulons qu'ils marchent correctement. Pour tous ces appareils, la procédure de base est la réalisation de bonnes connexions soudées. Réaliser ces connexions, c'est ce que nous allons vous apprendre à faire maintenant. Nous allons vous montrer un spécialiste exécutant toutes les opérations que vous devez savoir faire, puis vous pourrez vous exercer sur le matériel qui vous sera fourni. Nous allons tout d'abord considérer la soudure en elle-même, le matériau de base, et nous verrons ce qu'il contient. Nous parlerons aussi des flux, de leur usage et des types à utiliser. Nous verrons en détail ce qui se produit réellement quand vous soudez, ce que veut dire mouillabilité et le rôle des flux dans l'élimination des oxydes. Nous verrons aussi les fers à souder. Vous n'apprendrez pas seulement comment choisir un fer adapté au travail, mais aussi quels sont les nombreux facteurs qui affectent la montée en température des pièces à souder. Vous apprendrez ce que veulent dire les lettres IVE, un des secrets des vrais spécialistes. Vous verrez également comment reconnaître qu'un joint soudé est bon ou qu'il est mauvais, ce qui rend un joint acceptable ou inacceptable, et ce que sont chacune des caractéristiques d'une soudure parfaite. Les composants avec lesquels vous travaillerez sont ceux que l'on rencontre dans l'électronique d'aujourd'hui. Vous les montrez sur des cartes simples et double face avec des sorties par picot ou par fil. Après que le film vous ait montré comment procéder, vous vous exercerez et vous acquérerez petit à petit votre propre expérience professionnelle. Le livre de l'élève sera votre référence permanente. Il vous donnera tous les détails sur les sujets que nous allons étudier. Nous allons débuter par le processus en lui-même. Comment connecter deux morceaux de métal et créer une liaison électrique de qualité. D'abord, pourquoi utiliser la soudure? Nous pourrions relier ces deux morceaux de métal avec des vis et des écrous comme ici. Mais nous aurions deux problèmes. Premièrement, nous ne sommes pas assurés d'avoir un bon contact au départ. Ensuite, les vibrations dégraderont le contact. Deuxièmement, l'oxydation ou la corrosion vont se former continuellement sur les surfaces et cette oxydation, elle aussi, va dégrader les contacts. Une connexion soudée élimine ces deux problèmes. Les pièces ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre et la surface de contact ne peut pas s'oxyder. En soudant, nous créons une voie de conduction continue entre les deux pièces. Cette continuité est rendue possible par certaines propriétés curieuses de la soudure. Voyons un peu ce qu'il en est. La soudure est un alliage de métaux produit en combinant de l'étain et du plomb en différentes proportions. Ici, les proportions sont égales. L'alliage est appelé 50-50. 50% d'étain et 50% de plomb. Un alliage 60-40 contiendrait 60% d'étain et 40% de plomb. Ces pourcentages sont imprimés sur les étiquettes des bobines de soudure. Parfois, seul le pourcentage d'étain est marqué. Une qualité surprenante de la soudure est son point de fusion très bas. Le plomb pur fond à 325 degrés. L'étain pur fond à 232 degrés. Mais si on les combine en un alliage 50-50,
Celui-ci a un point de fusion de 216 degrés seulement, plus bas que celui de ses composants. Les alliages en d'autres proportions ont chacun leur point de fusion propre. Pour la plupart des combinaisons, la fusion ne se fait pas d'un seul coup. L'alliage 50-50 commence à fondre à 183 degrés, mais la fusion complète n'est atteinte qu'à 216 degrés. Entre ces deux températures, la soudure est dans un état plastique ou semi-liquide, une partie a fondu, mais pas la totalité. La zone plastique varie avec les proportions d'étain et de plomb. L'alliage 60-40 a une zone plastique nettement plus faible que le 50-50. Il existe un cas particulier, l'alliage 63-37 qui est appelé eutectique. Il n'a pratiquement pas de zone plastique et fond presque instantanément à 183 degrés. L'alliage le plus utilisé en électronique est le 60-40. Étant donné qu'il a une zone plastique, vous devrez faire très attention en soudant de ne pas faire bouger les sorties de composants pendant le refroidissement. Sinon, vous obtiendrez des joints fracturés ayant cet aspect. Notez que le joint a un aspect rugueux, qu'il paraît terne, alors qu'il devrait être brillant. C'est un des types de joints inacceptables que nous allons voir dans quelques minutes. Si l'on souhaite souder à température plus basse, ou s'il est difficile d'immobiliser les joints pendant le refroidissement, on utilise de la soudure eutectique qui passe très rapidement de l'état liquide à l'état solide. La personne qui, pour la première fois, voit faire une soudure, a l'impression que la soudure colle tout simplement les métaux, une espèce de colle à chaud. Ce qui se passe, en fait, est tout différent. Quand la soudure fondue vient au contact de la surface de cuivre, il y a dissolution du cuivre. La soudure dissout et pénètre la surface métallique. Les molécules de soudure et de cuivre s'interpénètrent pour former un nouvel alliage, mélange de cuivre et de soudure qui a ses propres caractéristiques. C'est ce phénomène que l'on appelle le mouillage. Ce mouillage ne peut être obtenu que sur une surface de cuivre parfaitement propre et exempte de films d'oxyde qui se forment quand le métal est exposé à l'air. Il faut également que la soudure, mais aussi le cuivre, soit à la bonne température. Cette plaque de cuivre paraît propre, mais une fine couche d'oxyde la recouvre. Quand vous y déposez de la soudure, celle-ci se comporte comme une goutte d'eau sur les plumes d'un canard. La soudure ne vient pas au contact du cuivre. Il n'y a pas dissolution et la soudure peut être enlevée facilement. Pour réaliser un bon joint soudé, l'oxyde doit être enlevé et ne doit pas se reformer avant que la soudure soit faite. C'est la raison d'être des flux. En fondant, le flux élimine la couche d'oxyde et isole le cuivre de l'air. Lorsque la soudure fond, elle le fait sur du cuivre propre et le mouillage est bon. Quand l'étain-plomb refroidit, il devient une masse solide, mécaniquement et électriquement continue, et il est impossible de l'enlever. Il existe de nombreux types de flux, liquides ou en pâte. Les flux utilisés en électronique sont généralement à base de colophane et contiennent parfois des activateurs légers qui accélèrent son action. Quand les flux sont froids, ils sont relativement peu corrosifs et non conducteurs. Mais quand ils sont chauffés et fondus, ils deviennent assez actifs pour dissoudre les oxydes et les évacuer pendant l'opération de soudage. Il existe par contre de nombreux flux qui comportent une base acide. Ils ne doivent jamais être utilisés en électronique car ils restent corrosifs, quelle que soit la température, même à froid. Les flux contenant du chlorure de zinc sont des flux acides qui ne doivent pas être utilisés. Ces flux sont prévus pour d'autres usages et là, ils sont bons, mais ils n'ont pas été prévus pour l'électronique. On trouve également des soudures à âme décapante dont l'usage est tout à fait déconseillé. Les flux à la colophane, bien que peu corrosifs à froid, doivent néanmoins être éliminés après soudure. Cela évite que leur surface, qui est collante, ne collecte la poussière et l'humidité. Les soudures avec flux incorporés sont maintenant d'un usage courant. Elles existent en différents diamètres, avec divers pourcentages de flux. Elles présentent l'avantage de doser le flux automatiquement pendant le travail. Les idées que nous avons passées en revue sont très importantes. Elles sont présentées en détail dans votre manuel.
Maintenant, votre instructeur va revoir ces premières données avec vous, y ajouter des informations, des normes et des pratiques particulières à votre société. Il sera bon de les noter dans votre manuel pour en conserver trace. Lorsque l'on entreprend de souder, on a bien entendu besoin de soudure, mais on a aussi besoin de chaleur, et son bon emploi est primordial. On peut appliquer la chaleur de bien des façons, mais une seule nous importe ici. Nous voulons parler du fer à souder. Les types de fer à souder sont très variés, et vous devez savoir choisir celui qui conviendra à votre travail. Si nous examinons un fer à souder, nous voyons qu'il se compose de 3 éléments principaux. Une résistance chauffante, un bloc de chauffe métallique qui agit comme un réservoir, et la panne qui sert à transférer la chaleur du fer au montage. Dans un fer classique, la tension d'alimentation est fixe et constante, ce qui fait que la température de la panne dépend de la puissance dissipée, de la masse du bloc réservoir et de la masse de la panne. Des fers plus élaborés permettent de faire varier la température de la panne. Dans ce type de fer, l'opérateur peut augmenter ou diminuer la tension appliquée à la résistance et faire varier par là la température. Un autre type de fer comporte un interrupteur contrôlé par un petit aimant situé dans le bloc de chauffe. Tant que l'interrupteur est attiré par l'aimant, le fer est en chauffe. À une température donnée, l'aimant perd ses propriétés magnétiques, un ressort attire l'interrupteur, la chauffe s'arrête. Quand le fer refroidit, l'aimant attire à nouveau l'interrupteur et le cycle recommence. On obtient ainsi un fer à température limitée qui ne peut dépasser une température fixée. Voici enfin un autre type de fer plus élaboré. Ici, on a placé un capteur de température dans le bloc de chauffe. Ce capteur mesure la température et commande la puissance appliquée au fer par un servomécanisme électronique. La panne est, de cette façon, maintenue à la température désirée. Il y a de nombreux arguments pour ou contre chacun de ces systèmes, mais le contrôle de la température de la panne n'est pas le vrai problème. Le vrai problème est celui du contrôle du cycle thermique dans le montage. Quelle est la vitesse de montée en température? Quelle est la température atteinte et pendant combien de temps? Ces données sont affectées par de si nombreux paramètres que la température de la panne n'est en définitive pas tellement critique. Le premier facteur à prendre en compte est la masse relative des pièces à souder. Commençons par une pastille sur une carte simple face. La masse thermique est ici relativement faible et la pastille s'échauffe très vite. Si nous prenons maintenant une carte double face avec une pastille de chaque côté, nous avons une masse double de la précédente. Si les pastilles sont reliées par un trou métallisé, nous avons une masse thermique encore plus grande. Ceci avant que la sortie de composants ne soit en place. La masse des sorties de composants peut varier beaucoup. Certaines sorties sont bien plus grosses que d'autres. Et il y a bien d'autres points à prendre en considération pour faire une soudure. Supposons que nous montions un plot comme celui-ci. La masse augmente sensiblement. Ajoutons-y un fil, puis 2, et la masse est encore plus grande. Chaque point à souder a sa propre masse, et c'est le rapport entre cette masse et celle de la panne qui détermine la vitesse de montée en température. Dans cet exemple, la masse à souder est importante et notre panne est petite. La montée en température va être lente. Si nous inversons la situation, en plaçant une grosse panne sur une petite masse, la montée en température est très rapide, ceci alors que la température des deux pannes est la même. Nous pourrions faire un pas de plus et considérer la capacité thermique du fer, sa capacité à débiter un flot constant de chaleur. Jetons à nouveau un coup d'œil au fer classique. Les fers sont essentiellement des appareils à générer et à stocker de la chaleur. Le bloc chauffant et la panne en forment le réservoir. La panne est démontable, elle peut avoir des formes et des dimensions variées. Or, la panne, c'est le conduit par lequel la chaleur est introduite dans le montage. Il devient évident que pour de petits travaux, on utilisera une panne de petit diamètre, alors qu'une grosse panne sera préférable pour des travaux importants, car elle laissera passer plus de calories. C'est la résistance chauffante qui remplit le réservoir. Mais si l'on utilise une grosse panne sur le fer, pour chauffer des pièces importantes,
il peut arriver que le réservoir se vide plus vite que la résistance ne peut le remplir. Nous voyons là l'importance de la taille du réservoir. Un grand réservoir peut fournir de la chaleur plus longtemps qu'un petit. Une autre façon d'augmenter la capacité d'un fer est d'augmenter la puissance de sa résistance chauffante. Elle fournira plus de watts caloriques. Ces deux facteurs, dimension du bloc chauffant et puissance du fer, définissent sa température, mais aussi sa stabilité. Un gros fer sera plus stable qu'un petit. Pour résumer, si votre travail demande beaucoup de chaleur, il ne vous faut pas seulement la bonne température, mais aussi une panne bien dimensionnée, un fer possédant une capacité convenable et qui donc récupère rapidement. Ce sont des éléments déterminants pour contrôler le cycle thermique. Un autre facteur est l'état de surface. Si les pastilles et les sorties de composants sont couverts d'oxyde et d'autres contaminants, ceux-ci créent une barrière pour le flux de chaleur. Dans ce cas, même si le fer et la panne sont de bonne dimension et à la bonne température, il se peut qu'ils ne parviennent pas à introduire assez de chaleur dans le montage pour fondre la soudure. Les pannes de fer, étamées, peuvent être nettoyées en les essuyant sur une éponge très mouillée et à la rigueur frottées sur une brosse métallique si elles sont très oxydées. Il faut toujours nettoyer les surfaces à souder avant soudure avec un chiffon imbibé de solvant comme le trichloroéthane ou l'alcool isopropylique afin d'enlever toute trace de graisse ou d'huile. Il est impossible de réaliser une bonne soudure sur un support sale. Après le nettoyage des surfaces, il faut encore considérer un autre facteur, le contact thermique. Il s'agit de la surface de contact entre la panne de fer et le montage. Regardons une coupe de la situation quand une panne de fer touche une sortie de composants ronde. Le contact n'existe qu'en ce point. Le contact thermique est donc très faible. En fait, une petite portion de droite le long de la sortie. Nous pouvons améliorer notablement les choses en mettant une faible quantité de soudure à cet endroit. Maintenant, le contact ressemble beaucoup plus à ceci et la conduction thermique se fera beaucoup mieux. Les pièces chaufferont plus vite. Nous avons bien vu maintenant qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que la température de la panne pour modifier la vitesse à laquelle le joint soudé s'échauffe. Nous avons vu que c'est un problème complexe avec de nombreuses variables qui s'influencent les unes les autres. Un dernier facteur très critique est le temps. Il y a une règle générale, pour qu'une soudure ait une très bonne fiabilité, elle ne doit pas être faite en plus de 2 secondes. En chauffant plus longtemps, on risque fort d'abîmer le circuit imprimé. Si l'on considère tous ces paramètres, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une opération tellement complexe qu'elle est impossible à contrôler correctement. Heureusement, il y a une solution à ce problème. C'est un petit secret que voici. L'IVE, indicateur visuel d'état. Quand vous saurez utiliser les indicateurs visuels d'état, vous connaîtrez un des secrets du métier. Pour simplifier, l'indicateur d'état, c'est la réponse de la matière à vos activités, à ce que vous lui faites. La manière dont elle vous dit quel effet vous avez obtenu et comment contrôler votre action pour obtenir le résultat souhaité. Ici, l'IVE, c'est le son. Bien plus souvent, les indicateurs d'état sont visuels. Il arrive que l'on utilise aussi le sens du toucher. Quel que soit le travail réalisé, vous faites partie d'un système en boucle fermée. Au départ de la boucle, vous faites quelque chose à la matière. La matière réagit à ce que vous lui avez fait, vous voyez ce qui s'est passé et vous réagissez pour corriger si nécessaire. L'IVE, c'est cela, l'indication que vous donne la matière par le sens de l'ouïe, de la vue ou du toucher. Quand on soude ou que l'on dessoude, l'indicateur à considérer est celui qui renseigne sur la montée en température. Il faut savoir à quelle vitesse les pièces s'échauffent. Une panne comme celle-ci est trop grosse pour le montage et trop chaude pour ce montage. La montée en température est tellement rapide qu'on ne peut pas la contrôler. Par contre, cette panne-ci est trop petite. On voit la soudure fondre en bouillie, la montée en température est trop lente. En utilisant le bon type de panne et la bonne température, la soudure fond franchement. La vitesse de montée en température est correcte. C'est donc la connaissance de la vitesse d'échauffement qui sera notre IVE en soudure de haute qualité. Cet indicateur rend très simple un problème compliqué. Il suffit de bien observer le travail pour savoir en combien de temps la soudure fond. Elle doit fondre en moins de 2 secondes. Si la fusion prend plus longtemps, on risque fort d'abîmer le circuit imprimé. C'est surtout la chaleur qui risque d'abîmer la carte. Mais ce n'est pas seulement la chaleur. Le plus souvent, c'est la chaleur combinée avec la pression.
Regardons un modèle de circuit imprimé et une métallisation. Si l'on pose la panne légèrement, sans appuyer, il n'y a aucune détérioration. Et on peut le faire de façon répétitive. Mais si l'on appuie sur la carte, voici ce qui arrive. La raison peut être comprise en voyant une courbe. Quand la température s'élève jusqu'à la température de fusion de l'étain, la force d'adhésion diminue et il peut ne rester que 20% de cette force entre la pastille et le stratifié de base. En pratique, rappelez-vous, il faut avoir un toucher léger. Il ne faut pas appuyer plus qu'avec un crayon en équilibre dans la main. Appuyez plus, comme ici, et vous enlevez la pastille. Une règle générale permet d'éviter la surchauffe. Il faut opérer aussi vite que possible. Cela veut dire qu'il faut utiliser le fer le plus chaud que vous puissiez contrôler sans risque pour la carte. Un fer qui vous donne un temps de fusion inférieur à 2 secondes sur le type de travail que vous avez à exécuter. Nous voici à la fin de la première partie. La suite du programme vous fera voir la soudure sur picot et nous commencerons à mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre sur la soudure de haute fiabilité.